Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien, une chaîne consacrée au JDR L'Appel de Cthulhu. Nous retrouvons nos intrépides aventuriers sur le tarmac boueux d'une petite piste militaire au cœur de la jungle de Bornéo. Missionnés par Caduceus, ils doivent endiguer une épidémie de fièvre jaune virulente qui s'abat sur les populations locales. Si nos aventures vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Est-ce que ça marche? Ouais. C'est fait avec Midjourney, donc c'est pour ça que l'avion est tordu. Hein. Je pensais qu'on avait plus d'avant en fait. Donc, on est dans ce camp. Et dans ce camp, il y a des militaires, vous reconnaissez des militaires anglais qui sont là, l'uniforme anglais. Et il y a notamment un type qui s'approche de vous. Il est là. Voilà. C'est le capitaine Lancaster. Donc il y a ce capitaine Lancaster qui vient à votre rencontre, accompagné de 2 autres militaires. Bienvenue à North Borneo. Entre-temps, Shapiro vous a expliqué, évidemment, la configuration. Hein. Vous vous souvenez que... je vais vous faire un petit rappel. Vous êtes là parce que la North Borneo Chatuet Company a envoyé des équipes de géologues sur les flancs du mont Kinabalu prospecter à la recherche de cuivre. Il y a eu un accident, il y a eu des morts, et surtout, il y a eu peu de temps après une sorte d'épidémie de fièvre jaune, plutôt atypique, qui a poussé en fait la North Borneo Chatuet Company à contacter Caduceus pour dépêcher un groupe d'enquêteurs, vous en l'occurrence, pour vous rendre sur les lieux, identifier le mal, si possible le soigner. En attendant, la North Borneo Chatuet Company a sollicité l'armée britannique pour que celle-ci mette en place un cordon de sécurité, une zone de quarantaine, que l'on connaît bien aujourd'hui, pour protéger les personnes encore saines. Ça, c'est l'info officielle. Shapiro, dans son bureau, vous a également apporté d'autres éléments. Les premiers symptômes sont apparus le 16 mars, mais les premiers décès sont survenus le 18 mars. Seulement 3 jours après, 2 jours après. Et il pense que derrière cette maladie, il y a la nuit intérieure. Il pense que l'épidémie serait la mort jaune. La mort jaune qui est une arme biologique de type serpent, conçue justement pour dépeupler les zones d'habitation humaine. Donc Caduceus, clairement, soupçonne l'implication dans cette histoire de la nuit intérieure. Shapiro est avec vous, est à vos côtés en tant que conseiller scientifique. Lui, il va effectuer une batterie de tests avec un analyseur viral pour identifier s'il s'agit bien de la mort jaune. Il emmène également, et ça vous l'apprenez maintenant, une bombe incendiaire qui a pour objectif, si jamais il ne trouve pas d'antidote, de nettoyer par le feu les zones contaminées. Donc Shapiro, il vient à côté de vous et dit « Il y a un énorme problème. La bombe s'est déclenchée. » Il vous amène à la porte de l'avion, vous apercevez l'entassement de matériel,
Et là, il vous montre donc le dispositif. Il vous dit, ce dispositif s'appelle le dispositif Aftorang. Écoutez, il se penche et vous entendez un système d'engrenage qui est lancé comme un tic-tac qui s'est déclenché. Il se retourne, il vous regarde, il fait là, je pense qu'on n'a pas plus de 24 heures. Très sincèrement, je ne sais pas du tout comment on peut enrayer le processus. Il vous dit effectivement toutes ces choses-là discrètement, pour que le capitaine Lancaster ne puisse pas l'entendre. Vous vous retournez et vous le voyez qui piétine un petit peu, donc il est très élégant, il se tient très droit. Il est un petit peu gêné parce que vous l'avez laissé en plan, donc il essaye de garder une attitude digne. Messieurs, je tiens à vous présenter votre guide. Il s'appelle Abidin. Vous apercevez un Malaisien assez petit, assez jeune, la vingtaine, une fine moustache, qui est là et qui agite la tête et qui parle pas un traître mot d'anglais. Donc là, je vais vous montrer où vous êtes. Vous apercevez les pentes du mont Kinabalu. C'est pas rien, hein, le mont Kinabalu, ça culmine à 4000 mètres et ça monte de manière très abrupte. Lorsque vous arrivez, autour de vous, la forêt tropicale est nimbée, noyée dans la brume. Et il y a une sorte de petite pluie chaude et humide qui s'abat sans discontinuer. Et il fait une chaleur lourde, moite. Il fait à peu près 27-28 degrés. Lancaster, il vous explique que vous allez donc remonter cette piste qui va vous mener tout d'abord ici, là où je ping le site de la NBCC, qui est un site maintenant qui est en quarantaine, car il y a pas mal de malades au sein de l'équipe des géologues. Et à droite, vous allez retrouver une ferme qui produit du tabac. Et sur ce terrain-là, il y a des tentes qui ont été installées pour accueillir les blessés. Et il y a les tentes médicales, donc c'est plutôt là qu'ils pensent que vous allez vous rendre. Et c'est plutôt là que Shapiro risque de se rendre pour installer l'analyseur viral. Il faut savoir que toute cette zone est sous quarantaine. Donc il y a des soldats qui surveillent, je suppose, la zone de quarantaine. Il vous dit qu'il y a une vingtaine de soldats à peine qui gèrent la zone de quarantaine. Il vous annonce qu'il y a quand même eu déjà pas mal de morts. Le capitaine Lancaster vous dit simplement qu'il va vous prêter une voiture blindée qui va vous permettre de traverser les pistes et de remonter justement jusqu'à la ferme ou jusqu'au camp des géologues. Et au moment où vous explique ça, vous apercevez une trentaine de mètres une femme qui semble tituber, qui est en haillons et qui se dirige vers la barrière. Une femme qui a l'air pas très en forme. Vous remarquez qu'il y a des taches jaunâtres sur sa robe en haillons et à mesure qu'elle avance, vous remarquez que sa peau est recouverte de cloques jaunes purulentes. Et elle avance tel un zombie en titubant, elle tombe, elle se relève et elle appelle au secours. Vous entendez comme ça, le planton comme ça qui la met en joue. Le capitaine Lancaster qui met la main à son arme à la cuisse. Que faites-vous ? Je regarde Lancaster, enfin je me tourne vers Lancaster, je lui dis c'est ça là, cette fameuse mort jaune. Je crois qu'en effet, il n'y a pas grand-chose à faire pour cette pauvresse. Je pense qu'elle est en phase terminale. Là, vous voyez qu'il la met en joue, puis elle s'effondre au sol. Et puis elle se relève. Que faites-vous ? Elle se relève. Elle se relève à nouveau. Moi, je lui hurle en faisant des gestes, je lui dis de repartir. Elle s'approche dangereusement du soldat, et vous le voyez en fait qui arme, et qui tire une première fois en pleine tête, et qui tire après dans son ventre. Et là, elle s'effondre. Bienvenue à Bornéo. C'est terrible. Une fois de plus, n'hésitez pas à faire usage de la force. Hein. Ces gens sont fous, et ils sont prêts à mettre votre vie en danger. Ça arrive souvent, cette situation Écoutez, de moins en moins. Au début, nous avions énormément de débordements. Les gens étaient paniqués, ils couraient en tous sens. Nous devions les tirer comme des lapins. Mais nous n'avions pas le choix. Comprenez, C'est souvent l'excuse que la couronne britannique utilise. Mon cher Sofiane, j'ai envie de vous dire, peut-être que ça a abrégé ses souffrances. Hein. Il y a de fortes chances, évidemment. Vous êtes démunis par cette fièvre. Ah oui, complètement. Vous êtes démunis parce qu'il se passe dans votre ciel. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé ce qui s'est passé au-dessus de votre tête. Mais vous avez vu l'état de notre avion. Et ceci n'est pas dû aux qualités et compétences de notre pilote Giovanni, qui l'a posé alors qu'il ne restait quasiment rien. Mais ce ne sont pas des oiseaux qui nous ont attaqués. Voyez-vous, c'était beaucoup plus gros que ça. Et ma question, c'est...
Vous avez dû en voir quelques-uns qui sont venus dans votre camp. Nous n'avons pas vu de volatiles étranges, mais je, je dois, je dois vous faire quand même vous faire une petite confidence. C'est que nous, bon, nous aimons chasser, hein, nous les Britanniques. Un de mes hommes, pas plus tard qu'avant-hier, est parti chasser le tigre. Il a tiré en fait quelque chose qui ressemblait à pachyderme. Très très bon, très très bonne chair d'ailleurs, mais disons qu'on n'avait jamais vu une chose pareille ici. Pas garder trace des photos, Alors, peut-être un croquis. ou un croquis. Alors, si, bien sûr. Nous mangeons depuis, depuis hier, nous mangeons la viande de ce pachyderme, qui est absolument délicieuse, et nous avons gardé la tête. Nous avons gardé la tête en trophée, donc ça peut vous paraître un petit peu barbare, je comprends. Mais bon. Je vous dis, d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous pour manger avant de partir explorer les environs, la zone de quarantaine, venez donc manger aux messes. Vous pourrez d'ailleurs voir ce qu'il reste de cette bête. Et puis également, si ça vous tente, écoutez, c'est assez original de goûter cette viande qui est fort bonne. Hein. Et personne n'est tombé malade, hein, bien entendu. Oui, peut-être, mais vous avez commencé à en manger quand? Hier? Il est vrai, pas plus tard qu'hier, effectivement. Il vous amène aux messes. C'est une petite baraque de tôle ondulée. Vous entendez l'eau qui tombe sur la tôle. Vous avez une grande tablée, il y a quelques soldats. Au-dessus de la porte, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Oh putain. Oh, sympa. Donc, Un biopote. ah bah voilà. Putain. Donc, mais évidemment, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Hein. Non, Vous n'avez aucune spécialité contre les rêves, tout ça. J'ai Voilà. envie de vous dire, vous êtes complètement inconscient, mon cher. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se laissent tenter par la viande de ce pachyderme Personnellement, je préférerais sauter à nouveau depuis cette Ah, d'accord, montagne femme. d'Amérique du Sud plutôt que tenter de Très bien. de cette chose. Bon, bah, écoute, Docteur Kerensky, vous qui êtes beaucoup plus doué que moi dans la zoologie et la biologie, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une sorte de mutation, peut-être liée par cette maladie Vous parlez de l'animal en question? oui, de cette chose. Enfin, Aucune cela ressemble idée. effectivement à un éléphant, mais Aucune idée, il faudrait l'analyser de plus près, mais de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux appliquer le principe de précaution. Déjà. une grosse pluie de moussons s'abat sur le baraquement. Donc, Shapiro est toujours avec nous? Shapiro est toujours avec vous. Il sort sa montre à gousset et dit plus que 22 heures. Si j'ai bien compris, quand même, il y a un peu de poids de mesure quelque part entre la ferme et les baraquements, puisqu'il y a quelques autochtones qui sont, on va dire, malades, alors que dans les baraquements, il y a déjà eu quelques morts. Il y a les tentes médicales autour de la ferme. Il y a peut-être des morts, il y a sûrement des morts. Il y a également des morts, et c'est sûr, dans le camp des géologues, certainement parmi l'équipe des géologues, mais surtout parmi les populations qui ont été parquées juste à côté dans des enclos grillagés. Est-ce que, mon cher capitaine, est-ce qu'il y a eu croisement entre ces deux populaces, ou est-ce que la quarantaine a été mise en place très très vite? Nous avons essayé de mettre en place la quarantaine très rapidement, mais vu les tensions qu'il y a entre les Dissounes et les géologues, ça a été très très compliqué. Je disais, je crois, mes chers amis, qu'il nous faudrait peut-être aller questionner les géologues ou même nous rendre sur le site d'excavation où ils travaillaient. Ils ont peut-être- Exactement. Oui, c'est à quoi je pensais. Soyons cartésiens, peut-être qu'il y a, vous savez, parfois des bactéries, des virus qui sont emprisonnés dans les roches. Donc c'est peut-être ça qui a pu être dégagé. Vous disiez que cette sorte de pachyderme limace est apparue il n'y a que quelques jours. Avant, vous n'en aviez jamais vu. Ça Ah fait non, penser à non, un enfin, non, avant, nous n'avons jamais vu de pachyderme tricératops. Jamais. Petite question à Shapiro, il transporte avec lui la petite boîte ou on l'a laissé dans l'avion? Non, il la prend avec lui. Il a pris la caisse, il a pris 2 gros sacs dans lesquels il devait y avoir certainement des médicaments et des produits. Il a pris également l'aftorang. L'avion, il peut toujours voler, Giovanni?
Ce que je propose avant qu'on parte, du coup, messieurs, c'est de demander à Lancaster et Ouais. ses hommes qui servent à quelque chose, qui nous désensablent l'avion et qui nous préparent justement à un décollage rapide, par exemple. Bonne idée. En Bonne disant idée. que, on trouve l'excuse en disant que, par exemple, comme on va aller recueillir je pourrais dire des exemplaires biologiques, on doit vite les ramener et il faudra qu'on décolle sans perdre de temps, par exemple. Capitaine Lancaster, excusez-moi, Oui. avant de partir, j'aurais un grand besoin des compétences de la couronne. Si la couronne peut vous venir en aide, dites-moi Je donc. savais que je pouvais compter sur vous. Notre cher pilote, il a fait de son mieux pour atterrir, mais effectivement, cette piste est complètement détrempée et vous avez vu la manière dont notre avion s'est enchâssé dans le sable. Nous apprécierions énormément que, pendant notre absence, vos hommes puissiez sortir l'avion de là où il est enfoncé pour nous permettre un décollage rapide. Voyez-vous, le docteur Kerensky va récolter toute une série d'analyses biologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais probablement des morceaux de chair, des organes de certaines des victimes, pour qu'on puisse les analyser et les ramener très rapidement Je auprès de comprends. nos bureaux. Bien sûr, voilà, je comprends tout à fait. Et nous allons décoller très vite. Nous ne voudrions pas infecter Écoutez. le reste du camp. Écoutez, je vais mettre tous mes hommes sur l'affaire. Mon mécanicien va se charger d'essayer de remettre un petit peu en état votre appareil. Vous inquiétez pas. Formidable. Merci à vous. Grand merci à vous. Il vous faut à peu près une demi-heure pour aller jusqu'au camp des géologues. La Jeep, comme ça, remonte progressivement jusqu'à presque atteindre la bifurcation. Et sur votre droite, à un moment, juste au détour d'un virage, vous voyez que les arbres qui étaient là, des deux côtés, sont abattus. Ils sont complètement renversés, comme s'il y avait eu soit une explosion, ou comme si les arbres avaient été écrasés. Faites-moi, s'il vous plaît, un toc. Oh. Ok, Kerensky. Très bien. Et J'ai l'œil. voilà, très bien. Ok. Sofiane, donc tout le monde a lancé. Sofiane Tout et le moi, monde- on a les yeux Voilà. les yeux sous la pluie, je pense. Igor, vous êtes à l'arrière. Devant vous, il y a Giovanni qui est assis à côté d'Abidine et à côté de vous, il y a Sofiane. Vous regardez comme ça sur le côté. Tu vois d'un coup, tu es sûr sur le côté, tu as cru voir dans la terre, dans la boue, tu as cru voir une énorme empreinte de pas. Quelque chose comme de l'ordre du dinosaure. Bah, ni une ni deux, je crie stop. La voiture s'arrête un peu en travers de la route, les arbres sont couchés et tous sont recouverts d'énormes griffures, d'éraflures sur les troncs. Vous avez l'impression que des griffes d'au moins 50, voire presque 1 mètre, se sont plantées dans les troncs et ont tiré. Donc vous apercevez des grandes stries de griffes sur les troncs. Abidine, il voit ça, vous vous Mes tournez chers vers amis, lui et il comprend pas. Ok. Donc, semble-t-il, c'est venu par le sud et c'est monté vers le nord. C'est peut-être venu de la trouée et ça s'est arrêté à la route et ça a peut-être fait demi-tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu quelque part et qui a créé cette voilà, ou est-ce que c'est quelque chose qui est passé? Et d'après ce que tu nous décris, on dirait qu'il y a quelque chose qui est apparu dans cette petite clairière et qui a commencé à ravager pour peut-être s'éteindre en fait. Imaginons comme une boule de feu, sauf que ça crame pas les. Et avec des griffes. Ouais, mais avec des griffes, une boule de griffes. Qu'est-ce qu'on fait On continue les géologues ou on essaie de voir c'est quoi cette grosse bête On est pas très loin là du camp des géologues. Là. Des géologues, vous êtes à peu près à 10-15 minutes de voiture. En revanche, là, pendant que vous êtes en train de discuter, Shapiro est là, il regarde sa montre à gousset, il vous dit écoutez, on peut pas rester là à faire du tourisme. Enfin, il faut aller vite. Et entendez, et là vous entendez effectivement le tic-tac derrière dans la caisse du dispositif Aftorang qui est toujours là et qui égrène ces seconde après seconde. Il tape sur l'épaule d'Abidine, on doit y aller. Que faites-vous? Et on y va. De toute façon, ça nous permet d'être sur nos gardes par rapport à ce genre de bestioles. Donc on abandonne les géologues, on va à la ferme. Non, on le dépose à la non. ferme. On le dépose à la ferme et nous, Et on va chez- vers on les va géologues. On va leur demander toutes les infos qu'on peut avoir et après on ira peut-être sur site. Et, Je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas un truc genre entre nous
genre truc dimensionnel. Les géologues, ils ont peut-être ouvert quelque chose parce que À mon avis, c'est le cas. ouais, les maigres bêtes de la nuit, elles sont apparues dans les nuages et manifestement, après, je sais pas ce qu'elles sont devenues. Le machin là qu'ils ont bouffé là, moi je sais ce que c'est, mais je suis pas censé savoir. Ça n'a rien à foutre là. Je pense que les géologues peuvent peut-être nous répondre. Oui, tout à fait. Oui. Donc Tout à on fait, le nous, dépose par terre, mais nous on va voir les géologues. oui, on le laisse faire ses analyses. Comme ça, Ok. il va pas nous faire suer plus longtemps. Et puis, il va quand même travailler sur l'origine du mal viral, on va dire. Mais, je pense qu'on accompagne Shapiro jusqu'à la ferme et ensuite on demande à notre pilote de nous amener chez les géologues. Je sais pas si vous êtes d'accord Yes. avec ça. Très bien. Et Shapiro qui tape à nouveau sur l'épaule de Abidine et qui fait on y va. Et là, donc, Abidine démarre la Jeep en trombe. Et assez rapidement, vous arrivez à une bifurcation. À gauche, vous voyez un petit peu plus loin le camp des géologues. Et à droite, à 200 mètres, au bout de la piste, vous apercevez cette ferme, type maison coloniale, bien plus belle que celle que l'on voit là. Vous avez des tentes médicales qui sont à 50 mètres derrière et qui s'alignent. Il y a 3-4 tentes qui sont alignées en bordure de forêt. Vous apercevez une vingtaine de personnes qui sont assises sous le porche, certainement des paysans qui travaillent d'habitude là et qui se protègent de la pluie. Et vous apercevez à la fenêtre, ici, là, les volets sont ouverts et il y a quelqu'un qui vous interpelle. Messieurs, venez ici. Il pointe du doigt les gens qui sont en dessous. Vous allez me les chasser, ceux-là. Vous allez me les chasser. Hein? Vous êtes là pour les chasser, non? Vous vous rapprochez et vous remarquez que les types qui sont en dessous, ils font plutôt un sitting. Ils ont l'air d'être comme ça et puis ils ont des sortes de banderoles, enfin de pancartes qui sont couchées par terre. Et vous avez l'impression qu'ils sont plutôt là pour protester contre quelque chose. Et quoi, En c'est vrai, des Malais? C'est des... Oui, c'est des paysans. autochtones? Et ils sont tous assis en tailleur comme ça, ils font pas trop attention à vous. Et puis au-dessus, il y a le propriétaire peut-être de la ferme, et il vous dit, il faut les chasser, ils sont sur mes terres. Il y a des manifestants qui sont là et qui empêchent mes paysans de travailler. Vous êtes là pour ça, non? Vous êtes là pour chasser ces manifestants. Non, moi je fais non de la tête. Hein. Moi Vous aussi. servez à quoi? vous Et tu vois connaissez le qu'il est, bolchevisme et le communisme? tu vois que ça l'énerve en fait, il fait comme ça, il se retourne, il claque les volets et il rentre dans sa maison. Très bien, qu'il y reste. Abidine, vous le voyez, il marche à côté de vous, mais à contre-cœur. Il regarde les gens, il est très méfiant. Je me pose une question. Dites-moi, le propriétaire de la ferme m'avait l'air de parler un anglais plutôt compréhensible. Oui. Est-ce que si on lui filait un coup de main à faire fuir la bande de bolcheviques, là, il pourrait peut-être répondre à nos questions? Bon, il m'a plutôt l'air d'être un propriétaire enfermé dans sa tour d'ivoire. On s'écarte un petit peu de la ferme bolchevique. Vous vous écartez un petit peu de la ferme et à une vingtaine de mètres devant vous, vous devinez les grandes tentes blanches. Il y a une odeur une sorte d'odeur de mort en fait, très forte, comme de charogne qui plane. Et à mesure que vous avancez, cette odeur est de plus en plus prégnante. Elle s'immisce dans vos habits. Vous savez que vous marchez vers la mort. Vous voyez des êtres qui commencent à apparaître au loin et qui se traînent devant quelques tentes. De loin, ce que vous voyez, ça ressemble à ça. Shapiro est loin. Shapiro est à vos côtés. Moi je vais pas m'approcher des tentes en fait. Moi, j'ai envie de rester un peu en retrait aussi. Moi, Moi j'aime bien l'aventure, mais j'ai jamais été mouroir, fosse commune. Agréable, de toute façon, les mouroirs. Pour avoir vu certains camps de concentration bolcheviques, ça m'y fait penser malheureusement. Non, mais mon cher Shapiro, d'avis de tous mes amis, on vous laisse ici. Bon courage, vous allez avoir du pain sur la planche. Il y a quand même un petit enfant qui vous a vu. Il était assis devant une des tentes, il se lève, il vous voit et il vous fait un petit signe de la main comme ça. Vous voyez qu'il a l'air tout... il est tout maigre, il est tout chétif. Et vous devinez au reflet de la lumière qu'il a des larmes qui ont séché sur ses joues. Ouais, moi je fais un petit coup de chapeau comme ça. Et il vient dans votre direction. J'ai fait un signe de la main. Pour qu'il Pour qu'il s'arrête. Et il Non s'arrête. mais Shapiro il va s'en occuper. Et il va lui faire s'arrête. des analyses. Et il s'arrête. Il vous appelle et vous remarquez qu'il parle un petit peu anglais. Un anglais très simple, hein, très rudimentaire, mais il arrive à vous dire des choses de loin.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Mouda. Vous voyez qui sanglote. Que faites-vous? Je vais mettre un foulard ou un tissu que j'ai, je vais me le mettre sur le nez et sur la bouche. Et je vais m'approcher un peu du gamin et je vais lui déposer, soit si j'ai une gourde d'eau, je lui dépose, soit si j'ai un truc à manger, je lui dépose. Et comme tu étais assez proche, tu peux faire un petit test de psychologie, s'il te plaît. 51, échec. Donc, en gros, tu vois effectivement ce petit enfant qui est là, qui regarde vers la fosse et t'imagines qu'il est en train de pleurer ses parents et qu'il a l'air traumatisé. Mais c'est tout. Ouais, je me suis enroulé de mon chèche. Et tu normalement, je dois avoir un petit tu peux- biscuit, un truc comme ça. Tu peux peut-être faire un test alors. Allez, Toi psychologie, aussi. viens voir. Il est là, hein, voilà. Je me suis bien raté, je suis psychologue. Bon, et puis J'aime j'ai ça, envie de dire, Igor, vous Les pouvez, psychologues avec les avions. Igor, vous pouvez vous y coller aussi si vous voulez. Vous qui êtes le médecin de la bande, justement, le psychiatre de la bande. Eh ben, pas de Merveilleux. bol, hein. Malgré votre total manque d'empathie, l'enfant l'enfant se tourne vers vous. Vous voyez qu'il essaie de vous expliquer quelque chose. Moi, chercher eau pour les malades. Et moi, fatigué et triste. Et moi, peur. Très peur. Je vais lui demander, montre où tu vas chercher l'eau. On va t'accompagner. Il pointe à 11h de la fosse, il vous dit par là, le puits est là-bas. Je veux pas y aller. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas y aller? J'ai peur. Moi, j'avais pris, je suppose que tout le monde avait pris ses armes. Je sais pas ce que j'ai, moi je crois que c'est un fusil, je me souviens plus. Et en fait, je lui montre mon arme, ou je lui montre qu'on a des armes avec nous et qu'on va l'accompagner. Moi, je sors le fusil extraterrestre. Tu sors l'atomique obliterator. D'un coup, le regard du petit garçon se désintéresse complètement de ton revolver et se tourne vers l'objet. Et tu vois qu'il d'un coup, il a un élan, il veut se rapprocher de toi. Tu vois, il a un élan comme ça, il tend la main vers toi et donc d'un coup, il est à moins d'1 mètre de toi. Que fais-tu? Oui, donc je fais un pas de recul. Donc, vu que le pistolet a dû s'enrouler autour de ma main, je mets la main en l'air comme ça avec le pistolet. Bien sûr. Et je mets mon autre main devant comme ça. Ok. Il retombe sur ses fesses comme ça, dans la boue, et il fait d'accord, on peut y aller. Il se lève et puis il commence à marcher devant vous comme ça, et il a l'air enjoué, puis il regarde ton arme comme ça qui brille. Il vous dit mauvais esprit qui a empoisonné l'eau. Mes parents, ils ont pas cru. Mes parents, ils sont morts. C'est l'esprit qui a emporté tes parents? Oui, c'était comme un serpent qui marche. Il était grand? Pas aussi grand que toi, mais grand quand même. Vous passez à côté de la fosse, il y a une odeur mais absolument pestilentielle. Vous arrivez à proximité d'un puits en pierre. Avec la lumière du jour, vous apercevez l'eau, en bas les reflets de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je vais me pencher au-dessus du puits avec le canon, comme ça. Ok. Et j'essaie de percer un petit peu l'obscurité pour voir si il n'y aurait pas genre un passage souterrain peut-être. Il y a assez de lumière pour que tu vois bien toutes les parois et tu vois que les parois sont lisses et qu'il n'y a pas d'ouverture. Tu vois que l'eau est stagnante en bas à 4-5 mètres, que si tu veux descendre, à mon avis c'est très très glissant. Tu peux me faire un test de TOC, donc je vais te le donner, de rechef. Vas-y. Oh zut. Alors tu peux consommer de la chance. Hein. Normalement, j'ai notifié, je suis à 68. Donc tu as réussi ton test. Il y a quelque chose qui t'interpelle. Tu vois, dans l'eau trouble, dépasser une sorte de tube, comme un tube à essai qui flotte un petit peu en surface. Tout de suite, j'interpelle Kerinsky. Docteur, venez voir. Confirmez-moi que ce que je vois là est bien ce que je pense. Et moi, comme ils sont tous les deux au bord du puits, je regarde les alentours. Je reste vigilant sur les alentours. Et j'indique au docteur le fond du puits et... Je regarde précisément. Je fais attention quand même. Tu vois que c'est une petite éprouvette. En verre? En verre, qui est vraiment utilisée dans les laboratoires. Je confirme du coup. Ouais, tu confirmes. Mon cher Sofiane, effectivement, vous avez raison, il s'agit d'une éprouvette telle qu'on peut la trouver dans un laboratoire. Quelqu'un est déjà venu ici analyser l'eau? Ou bien quelqu'un a jeté quelque chose dans l'eau pour... empoisonner l'eau? C'est mon idée.
Je pense qu'on peut prendre. Il a le sou, le gamin. On peut prendre de l'eau Ouais, et avec une ramener ça à corde. Chapiro. Il a son seau avec la corde. Et il vous regarde, il comprend, il fait facile, facile. Il fait descendre le seau et puis il va le déplacer juste en dessous de l'éprouvette. Et d'un coup, il la remonte rapidement. Il ramène ce seau assez lourd qui déborde d'eau, puis il le vide dans la bouche juste à côté, et vous voyez rouler une petite éprouvette. Avec, tout au fond, une sorte de petit reliquat graisseux, jaunâtre. On a des gants avec nous. Hein. Vous avez chacun des gants, vous avez chacun une sorte de masque de papier. Je me propose, en tant que médecin, du coup, de prendre cette éprouvette. Bon, je vous propose de ramener ça à Chapiro avec son analyseur, là. Il va sûrement pouvoir voir de quoi il s'agit, en tout cas plus que nous à l'œil nu. Est-ce qu'on remonte également un seau d'eau? Il en reste un petit peu au fond. Je fais signe au petit gamin qu'il faut plus boire de l'eau. Ah, mais tu sais, hein, moi je bois pas l'eau. Hein. Je bois pas l'eau. Hein. Ni toi, ni personne. Il Moi, faut plus personne ne boit, que plus personne ne boit de l'eau. Je le dis à tout le monde, mais personne ne me croit. Mes parents m'ont pas cru, ils sont morts. À tout le monde. Je l'ai dit à tout le monde. Moi, je pense qu'on va aller ramener ce qu'on a trouvé à Chapiro. Ouais. Voir un petit peu qu'il analyse et puis savoir qui a accès peut-être dans le coin à ce genre d'accessoires. Ah oui, dans le coin. Ouais, voilà, parce que il n'y a pas des masses de médecins, alors c'est ou bien la NBCC, ou alors effectivement ça serait un homme serpent, mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des éprouvettes pour venir déposer une saloperie, quoi, tu vois. Il leur suffisait de balancer un corps dans le puits, puis c'était suffisant, quoi. Donc, Oui, mais toute maladie a son origine. tout à fait. Donc, et puis il fallait peut-être que ce soit discret au début. Un corps dans un puits, ça se voit quand même. Ouais, Et puis- ouais, un corps ou tu sais, ou un organe. Voilà, il suffisait de balancer un bout de viande dedans, puis c'était suffisant, quoi. Mais on va ramener ça déjà. On va Ouais. essayer d'avancer. Le Chogamin, je lui laisse ma gourde d'eau pour qu'il ait de quoi boire. Vous retournez au campement. Le petit garçon court un petit peu devant vous, et puis vous le voyez, il se retourne, il vous fait un petit au revoir de la main, et puis il se faufile dans une tente. Vous arrivez à la première tente, vous voyez Chapiro qui est en nage avec son masque. Ah, il est vraiment tout transpirant. Il est très affairé, il est aidé par Abidine. Vous le voyez qui récupère des échantillons, qui les met dans l'analyseur. Il y a plein de sons bizarres, un petit ruban qui sort comme ça et qui grave des informations. Et vous le voyez qui regarde toutes les 2 secondes sur ce ruban pour voir s'il trouve quelque chose. Il voit arriver. Regardez ce qu'on a trouvé. Et donc il le prend et puis il le verse dans le dispositif. Le système se met en branle. Et quelques minutes plus tard, il crache un nouveau ruban comme ça. Il regarde, il fait « C'est la mort jaune. C'est le virus. C'est la nuit intérieure. Il n'y a pas de doute. C'est le virus conçu par la nuit intérieure pour détruire l'humanité. » Ah là 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 là. Et là, en fait, vous voyez le système qui se met en marche, c'est le dispositif Afterang qui s'est enclenché à nouveau. Moi, je lui dis avant de partir, faites bloquer le puits parce qu'entre la mort jaune et le charnier à quelques dizaines de mètres, si c'est pas la mort jaune qui les tue, ça sera le choléra ou quelque chose comme ça. Très bien, je vais envoyer quelqu'un prévenir le Capitaine Lancaster. Me vient soudain une idée un peu sombre à l'esprit. Vous vous souvenez que ce peuple de serpents a la capacité de prendre apparence humaine, je crois. Oui, il a pu se faufiler parmi les nôtres. Hein. Pensez aux militaires. Disons que j'ai été habitué à me confronter et j'ai grandi au sein d'un dominium de la couronne, mais j'avoue que j'ai toujours été surpris par le manque d'humanité que certains de ces officiers. Je pense que c'est valable pour n'importe quel officier. Ce qui pas. me semble important, c'est de savoir comment les débusquer, comment les détecter. Il n'y avait pas le fait qu'ils ne transpiraient pas. Leur ombre est reptilienne. Alors soit on va voir les géologues, parce que pour moi, ils ont trouvé quelque chose dans la montagne qui a peut-être réveillé
le peuple serpent, ou on a des infiltrés, mais je vois pas pourquoi, voilà, je comprendrais pas pourquoi ils balanceraient la mort jaune, c'est forcément lié aux montagnes, donc je pense que soit on va voir les géologues, soit on va directement à la montagne, quoi, et on prend la Oui. bombe avec nous et on la dépose là-bas, puis on fait boum. Parce que par rapport à la carte là qu'on avait vue, entre la montagne et la ferme et le camp, il y a quand même quelques heures de route, semble-t-il. Je pense qu'il y a au moins 1 heure et demie de route jusqu'à la montagne, donc même si on fait péter la montagne, le petit gamin, il va sauter avec, quoi. De toute façon, le petit gamin, c'est peut-être qu'une question de temps. N'ayons pas de... Certes, mais laissons-lui l'espoir. Si Et puis retrouve l'antidote. Oui, j'entends comme un bruit. oui, Moi aussi. Vous entendez un bruit sourd et le sol semble trembler, pas très loin, derrière les arbres, à une trentaine de mètres derrière le puits. on Que voit faites-vous? quelque chose? De là où On voit vous des êtes? arbres qui bougent. Oui, tout à fait. OK. Vous voyez des arbres qui bougent et des oiseaux qui s'envolent. Est-ce Voilà. qu'on a l'impression qu'il y a plus de brume, dans cette zone-là, justement? C'est complètement plus brumeux. Je pense que notre travail dans ce camp est terminé. Moi, je serais d'avis qu'on aille au camp des géologues. Oui, comme prévu initialement. Ok. Je suis d'accord. Vous entendez le bruit comme ça des pas qui s'éloignent. Et vous voyez les arbres bouger, mais de plus en plus loin. Donc vous allez au camp des géologues. En direct du camp des géologues. Vous apercevez devant vous un camp encerclé de grands grillages qui montent assez haut. Toutes les personnes sont parquées dans cet entre-deux. Au moins 80 à 100 personnes entassées les uns contre les autres. Ce sont des paysans. Beaucoup ont leur habit en lambeaux. Vous voyez qu'ils sont malades. Devant vous, vous apercevez cet autre enclos avec des tentes qui sont disposées en U. Et vous voyez des véhicules au milieu. Vous voyez qu'il y a 2 tentes médicales. Ce sont tous des hommes blancs. Il faut savoir qu'il reste une trentaine de membres de l'équipe qui sont là. La première grille, il n'y a personne, mais à l'autre enclos, il y a 2 gardes. Lorsque vous approchez, vous remarquez que l'un des gardes a l'air très pâle. Donc toi, c'est Giovanni qui conduit. Ouais, moi j'ai toujours mon chèche autour du cou. Enfin, Ça sent le mec rassuré. Moi, je te jette un coup d'œil au garde là, qui a le teint pâle et qui a pas l'air de tenir sur ses jambes. C'est quoi? C'est parce qu'il a l'air épuisé, malade, ou Il a c'est le pour une teint, autre raison? il a le teint jaune. Il a le teint jaune. Ok, ferme ta fenêtre. Merde, Merde, Il y a c'est une Jeep pas de à fenêtre. tout vent. Tu vas lui Il parler? y a l'autre qui vous fait signe comme ça de vous arrêter. Il se rapproche de vous. Comme j'ai mon écharpe sur la bouche qui me couvre le temps qu'il arrive, je leur dis protégez-vous. Tu vois qu'il a les traits très creusés. Il te demande, dans un anglais très moyen, et avec une voix un peu traînante, pourquoi vous êtes là? On est là pour vous aider. On est là pour vous aider, mon vieux. Vous voulez voir le patron? C'est ça, tout à fait. Et là, il se tourne vers l'autre. Et l'autre, vous l'entendez, Monsieur Clément, Monsieur Clément. Et vous voyez un type sortir qui ressemble à ça. Homme d'affaires, la soixantaine. Il n'est pas du tout habillé chaudement comme ça. Il vient vers vous d'un pas assez alerte. Il voit le garde, il fait un pas de côté. Il fait Ah, enfin, vous êtes là. Vous allez enfin pouvoir nous sortir de cet enfer. Quand est-ce qu'on part? En fait, le gars, il croit simplement que vous êtes venu les chercher. Monsieur Clément, nous sommes là pour l'instant, toute autre chose, nous vous ramènerons. Comment ça? Enfin, C'est promis. Non, mais attendez, on peut pas rester un jour de plus ici. Il faut partir maintenant. Oh, C'est on la restera situation. moins de 20 heures, rassurez-vous. Et pourquoi 20 heures? Il nous faut faire des tests qui vont prendre quelques heures. Donc, c'est Quelques heures, dont nous avons quelques besoin. heures, c'est énorme. Regardez. Il vous pointe du doigt 10 croix de fortune qui sont alignées le long de la clôture de leur propre enclos. On les a enterrés ce matin. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Vous n'avez pas de symptômes? Moi, personnellement, grâce à Dieu, j'arrive à passer à travers. Et puis je suis tout seul dans ma tente, je laisse rentrer personne. Alors vous allez peut-être nous aider à vous faire gagner du temps pour vous sortir plus rapidement, mais avant il va falloir répondre à quelques questions. Est-ce que vous savez me faire une chronologie de ce qui s'est passé? Les premiers à tomber étaient des ouvriers de la ferme et également des personnes qui travaillaient ici, en fait. Puis après, progressivement, certains ont été en contact avec mes hommes et puis voilà. Enfin, ils ont été contaminés et ils sont morts. Lancez-moi, s'il vous plaît, un trouver objet caché. Ok. Très bien. Ah ouais,
quand même. Sofiane, il y a un truc qui t'interpelle mais t'arrives pas à comprendre. En revanche, Igor, pour toi c'est clair. Tu regardes les trois de fortune, tu vois le monticule sous lequel le cadavre est enterré. Et tu remarques qu'il y a un monticule qui est comme ça, et les 9 autres qui sont en creux. Mes amis, regardez, Et tu comprends regardez de plus près ces tombes. J'ai l'impression que, mais bon, peut-être mon esprit me joue des tours, mais cartésien comme je suis, la terre qui constitue le monticule d'une tombe indique qu'il y a un corps en dessous et qui prend la place. Et vous voyez que les 9 autres tombes n'ont pas cette monticule. Est-ce que ça veut dire que les corps en ont été sortis? Vous pouvez me dire les personnes qui ont été enterrées, Monsieur Clément? Nous tenons, c'est triste à dire, nous tenons le registre de nos morts. Je lui demande où je peux trouver, ou peut-être ils ont laissé peut-être les... Non, j'ai une pelle dans mon sac. Les pelles, il y en a devant, il y en a à côté, enfin, on n'a jamais autant pelleté de notre vie, et puis en plus, on est des géologues. Au moment où il rentre, Ouais. je lui dis, Monsieur Clément, enfin, je tiens à vous rassurer, une personne de notre fondation est en train de trouver un antidote. D'ici une vingtaine d'heures, ce sera réglé. Je vais quand même creuser. Ouais, moi je t'emboîte le pas. Enfin, j'y disais ça le temps qu'il rentre dans sa tente. Alors d'abord des petits coups de pelle pour voir s'il y a un corps dedans dans la terre, parce que comme elle doit être assez boueuse. Tu commences à pelleter légèrement, tu donnes des petits coups de pelle, et tu vois que bon, c'est boueux, et tu vois que la terre est meuble, donc la pelle s'enfonce, et ne semble pas rencontrer de résistance autre que celle de la terre. Et tu vois qu'il n'y a pas de corps. En revanche, il y a un tunnel. Un boyau, je devrais dire. Ok. Le boyau est à plat ou il descend franchement? Il descend. Il descend pas très profond, mais tu as l'impression qu'il fait une courbe sous le grillage. Le grillage, c'était surtout pour éviter que les gens sortent. C'est surtout pour éviter que les gens sortent, oui. Deux solutions, soit par rapport aux 3 indices qu'on a eu là, il y a une sorte de, je pourrais dire, de fracture avec une autre dimension, et donc on a affaire à un type de créature qui vient chercher des cadavres. Soit, si on reste sur la première théorie, c'est les hommes serpents qui se sont emparés des corps des morts pour se revêtir de leur peau. Il faudrait qu'on aille vérifier là-bas dans les hautes herbes si c'est le début de la galerie peut-être. Genre ils auraient creusé en dessous pour venir chercher les corps. Ma théorie, c'est que soit ils se sont transformés, il y a une sorte de mue un peu lente, et une fois que la mue a été réalisée, alors ils perdent pas forcément leur peau, mais du coup ils se transforment et vont sortir d'eux-mêmes pour aller vers un autre endroit, peut-être un endroit où ils veulent se réunir. J'aimerais suivre la piste. En tout cas, voir ce qu'il y a un peu plus loin dans les herbes hautes déjà. D'accord, donc je vais aller faire le tour du grillage. On prend la Jeep et puis... Vous y allez, c'est une courte distance. Vous voyez qu'il y a des fougères écrasées par endroits, et vous voyez ces traces de sabots C'est des ghouls. qui s'enfoncent dans la forêt. Est-ce qu'on voit des traînées en fait? C'est-à-dire, moi ma question c'est, est-ce qu'on a traîné des corps hors de leur tombe? Ou est-ce que ce sont ces corps qui se sont transformés et sont sortis d'eux-mêmes de leur tombe? Il y a une question qu'on lui a pas posée, il faudrait peut-être qu'on aille voir, c'est sur quel site il travaillait en fait. Alors si, vous l'avez su par Shapiro. En fait, ils sont allés travailler, les géologues, sur les pentes du mont Kinabalu, je vous l'ai dit. Et il y aurait eu une explosion, un glissement de terrain, des géologues seraient morts. Et suite à ça, il y a commencé à y avoir des morts liés, maintenant c'est clairement identifié, liés au virus de la mort jaune, disséminé par la nuit intérieure. Flash spécial. Nos intrépides héros se lancent à la poursuite d'immondes profanateurs des tombes de la NBCC. Nous les retrouvons alors qu'ils gravissent les pentes du mont Kinabalu. Je vous ramène sur la carte. Pendant la première demi-heure de progression, il y a une odeur qui vous accompagne. Vous vous rendez compte que c'est une odeur de fruits pourris. Et quand vous regardez autour de vous, vous voyez de plus en plus des gros fruits qui sont là en train de pourrir autour de vous. Est-ce qu'on retrouve ces fruits dans les arbres au-dessus de nous ou à côté? Alors, lorsque vous levez la tête, ça ressemble soit à des courges suspendues, mais qui ont des teintes un petit peu étonnantes, comme soit un peu violacées, soit bigarrées, soit tachetées de rouge et de bleu. Enfin, c'est pas très appétissant, mais toutes celles que vous voyez encore suspendues sont pourrissantes.
La canopée devient de plus en plus épaisse. La lumière du jour perce de plus en plus difficilement. Une faible lueur, vert pâle, commence à pulser, notamment des mousses, des lichens autour de vous. Vous avez l'impression que les lianes sont mouvantes, sont en train de ramper, sont en train de s'entortiller autour des arbres. C'est à la fois magnifique comme spectacle, mais c'est un peu déconcertant, voire sidérant. Vous arrivez sur les berges d'une zone d'eau stagnante. Comme un étang, il y a un courant très très faible. Vous entendez un bruit sourd à nouveau de pas qui résonnent pas très loin, au-delà de l'étang. Ce qui est bien, c'est qu'il y a assez de place pour mettre un gros machin. Ça vient, on va dire que ça vient un peu de là. Et le bruit se rapproche. Vous putain. apercevez, jaillissant de l'eau et jetant sa trompe au-dessus de sa cuirasse qui rappelle celle d'un tricératops, un énorme pachyderme qui ressemble en tout point à l'image que vous en avez vue, enfin le trophée suspendu au-dessus de la table du mess. Et vous remarquez que son barrissement a quelque chose de très plaintif. Il a l'air de errer à la recherche de quelque chose. Il est là, il se rapproche un peu de vous. Il a plutôt l'air d'être triste, parce que quand il barille, ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui pleure en fait. Il jette sa trompe et puis s'asperge d'eau. Il faut pas être agressif, il l'est pas. Non. Sinon, il nous aurait déjà foncé dessus. Et piétiner mortellement. Piétiner, voilà. Donc, on va y aller tranquillement, doucement, sans mouvement saccadé, et essayer de passer et de contourner, quoi. On va peut-être ranger nos fusils. Parce que s'ils ont chassé son compagnon et qu'il a vu les fusils, ça pourrait peut-être lui faire un mauvais réflexe. Non, on va faire. Donc il faut y aller comme ça, c'est ça? Ouais. Bah, discretos, enfin, en ayant l'air de rien. C'est ça. Très bien. Soyons désinvoltes. Soyez désinvoltes. N'ayez l'air de rien. Très bien. Vous le voyez il s'enfonce dans l'eau, progressivement de plus en plus. Et vous le voyez qui s'éloigne. Vous êtes sorti, vous avez quitté la zone de l'étang, et puis finalement, vous avez commencé à suivre un chemin qui, à un moment, surplombe une sorte de précipice. En fait, vous montez au-dessus de l'étang est en bas, là. Donc j'ai mon pistolet extraterrestre à la main droite, la corde très certainement attachée autour de moi, et j'ai le piolet dans la main gauche en cas de glissade intempestive. Mais j'essaie quand même de marcher le long, je vais pas côté précipice, je vais plutôt côté ce côté-là, quoi. Comme vous voulez, je veux bien suivre Giovanni. Que Giovanni, le docteur, moi et Bogdan à la fin. Et là, Ah, Bah voilà, fallait que ça arrive. ouais. vous apercevez, sortant d'une infractuosité, une énorme araignée. Une araignée de langue, qui est mauve, recouverte de poils sombres. Le corps est complètement bouffi, elle a des longues pattes poilues, et elle est d'une couleur mauve tachetée qui pulse un petit peu sous son abdomen. Elle fait au moins 3-4 mètres de haut, et vous la voyez qui est là, et qui s'avance vers vous. Je lui balance coup de fusil à pompe en pleine gueule, balançant un dégage, Elle se rapproche de toi, tu la vois qui se dresse sur ses quatre pattes arrière, et tu la vois qui essaye de t'envoyer un jet de toile. Je vais faire une esquive. Génial, donc en fait tu vois le jet de toile qui passe juste à côté de toi au moment où tu sautes de côté. C'est à qui? C'est à Giovanni derrière. Je lui tire dessus avec mon pistolet automatique. Scène de violence gratuite. Nous avons préféré ne pas diffuser afin de préserver la dignité de nos héros à la suite de l'effroyable combat. Nos héros survivront-ils à cet ultime affrontement? Vous le saurez très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne nuit les amis. Pote. À très bientôt. Ciao. Ciao. Bisous. Bonne soirée. Ciao. Salut, au revoir. Salut.